certaines redites. Et je vais essayer d'aller aussi un peu plus en profondeur des redites parce que ça vient un peu à la suite de ce que Delors vous a présenté ici, puisque les thématiques sont les mêmes. Et je pense aussi que l'intervention de Delors est transversale, c'est-à-dire tout le monde va transiter par là lorsqu'on évoque les problèmes de sécurité, de paix et d'immigration en Afrique centrale, particulièrement au Gabon. Si vous regardez bien, sur 20 pays africains impactés par le terrorisme, il y a 7 qui ont un lien avec la situation sécuritaire nationale. Lorsqu'on va regarder le classement, j'ai oublié les sources, dans la version Word, j'ai donné les sources. Sur le plan, avec ce classement, le Nigeria, 3e en matière de sécurité, RDC 13e, Sud-Soudan 14e, Cameroun 15e, Soudan 18e, RCA 19e, Niger 20e. Et tous ces différents pays-là, on va vous faire comprendre par le schéma que Delors nous a montré et celui du professeur. Et le schéma du professeur Zomo, tous ceux-là qui viennent, les Western, viennent à peu près de ces pays qui ont été impactés par ces différents conflits. Et on vous dit que parmi les pays qui ont affecté, le Gabon occupe la 6e place après le Bénin et le Botswana, et avant la Guinée équatoriale et le Togo. C'est quoi la notion de conflit? Je ne vais pas faire toute littérature, mais on nous parle de lorsque les intérêts ou bien les buts divergent, ou bien lorsque ça diffère, où les valeurs des familles sont contradictoires, ou bien sont opposées, et ou bien les buts peuvent être sur le plan, c'est-à-dire ça devient comme une compétition. Et lorsque le but n'est pas aussi poursuivi, c'est-à-dire n'est pas atteint tel qu'on le souhaite par un groupe ethnique ou bien par une communauté. Donc, tout conflit a pour caractéristique principale la force physique, les armes, la tactique, la stratégie ou la mort de ses participants. Ça peut être des soldats, ça peut être des milices, ça peut être des mercenaires, ça peut être des résistants, ou bien la mort des tiers. Ces tiers-là, c'est souvent les membres qui sont dans des organisations caritatives ou bien humanitaires. Par exemple, il y a Croix-Rouge, Croissant-Rouge international. La Croix-Rouge, c'est CICR. C'est l'organisme qui est beaucoup plus reconnu pour œuvrer dans le cadre du droit international humanitaire. Nous connaissons ici. Ou bien des organismes d'aide humanitaire. Donc, lorsqu'on parle de conflit, il y a toujours des conséquences qui touchent l'ensemble de ces différentes personnes. Dans le cas de stress, qui est le nôtre, il s'agit d'un type de conflit différent. Et c'est différent, je dis, c'est différent d'un conflit armé. Et selon le droit international humanitaire, ça n'a rien à voir avec le conflit armé, parce que dans les conflits armés, il y a toute une réglementation qu'il faut suivre. Que je ne sais pas le terme ici, parce que ce n'est pas l'armée. Mais le conflit dont il est question, c'est un affrontement des communautés confessionnelles. Affrontement des communautés confessionnelles et identitaires en termes de confrontation logique de puissance et d'intérêts politiques, économiques et culturels communs qui divergent. Toujours au Gabon, c'est un conflit interne. Un conflit interne est différent d'un conflit armé, et comme on l'a dit. Il faut essayer de regarder en Afrique. Lorsqu'il y a un conflit interreligieux, ces conflits interreligieux sont alimentés en amont. C'est-à-dire, quand on regarde les causes, il y a des représailles vindicatives dans le cas d'un assassinat. On vous tue une personne, il faut nécessairement faire des représailles. Il y a le on appelle ça le fondamentalisme religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement le fait des islamistes, mais c'est aussi le fait des chrétiens, c'est-à-dire les extrémités de bord. C'est l'interprétation des textes sacrés
Et lorsque cette interprétation-là n'est pas, je dis, n'est pas aussi ouverte, une interprétation qui n'est pas ouverte, une interprétation terre à terre, une interprétation qui ne cherche pas à comprendre pourquoi ça existe. Et ça entraîne parfois des formes islamistes belliqueux. Je vous prends un exemple. Dans le nord Nigeria, l'interprétation du Coran là-bas voudrait que l'on mette la charia comme au centre de tout. La charia, c'est comme, disons, l'équivalent de la loi mosaïque, de la loi de Moïse, eux pour eux, dent pour dent. Donc, c'est l'application stricto sensu des recommandations ou bien des textes sacrés. Ce que le texte sacré dit, c'est ce qu'il faut nécessairement qu'on l'applique. Je prends un exemple. Au Nigeria, actuellement, lorsque vous êtes surpris en flagrant délit d'adultère, on vous arrête, on vous le fait directement, c'est-à-dire la condamnation à mort par lapidation. On vous a dit par exemple, pour le cas du Mali, lorsqu'il y a une violation d'un droit, le droit coranique, lorsqu'il y a violation, on peut vous prendre une main, on coupe la main. Ça fait partie des autres. On vous prend par exemple, dans la loi coranique, le cas du Mali, on vous a dit qu'on avait détruit une mosquée. Or, dans le droit international humanitaire, les objets culturels, les lieux sacrés sont respectés. Donc, vous voyez que c'est complètement l'antithèse de tout ce qui est recommandé par le droit international humanitaire. Donc, j'ai parlé du fondamentalisme religieux. Il y a le problème d'expropriation des terres par les plus forts et l'exploitation des ressources du sol, les puissances politiques et économiques de domination. Il y a la gestion de l'eau. Actuellement, je parle sous le contrôle de Jean Delors, il y a la problématique du lac Tchad qui se pose. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème actuellement. Parce que ce lac permet de faire vivre les populations environnantes, permet de vivre le bétail. Si ce lac-là se vide, il va y avoir des problèmes écologiques. Deuxièmement, il va y avoir aussi des problèmes intercommunautaires pour la gestion du peu d'eau qui va rester. La gestion de l'eau, la gestion des puits et des rivières, l'accaparement et la destruction des forêts, le rap des femmes et des enfants. Les rap, c'est lorsque nous sommes dans des zones de conflit, c'est-à-dire les milices peuvent venir dans un village, ils prennent les femmes, ils prennent les enfants, donc ils deviennent comme des putains de guerre. Il y a le rap de bétail, ça nous ne connaissons pas parce que nous n'avons pas cette tradition après, mais dans des pays tels que le Soudan, le Tchad et autres, il y a des milices qui se créent pour voler le bétail des autres et ça entraîne toujours des conflits. Il y a aussi l'influence des lamidos musulmans. Les lamidos, ce sont ceux-là qui voient pour la première fois la lune, qui donnent des orientations à respecter pour tout un peuple. Mais il peut arriver que lorsqu'un lamido donne une orientation, soit qu'il a vu la lune et que l'autre n'a pas vu, ça entraîne toujours des conflits intercommunautaires. C'est le cas par exemple des Poussiéris et des Kéblis dans le nord Cameroun, Gaouan, Maroc. Donc, à titre préventif, essayons de comprendre ce que fait le gouvernement du Rwanda. Pour éviter ces formes d'extrémisme-là, le gouvernement du Rwanda a fermé certaines églises et a exigé un minimum de formation. C'est-à-dire, il faut que le pasteur appartienne ou bien apprenne, ou bien qu'il ait fait ses études dans une université ou un institut théologique ou biblique qui est reconnu. Donc, pour fermer les églises, ça je le dis, encore le ministère de l'Intérieur devrait être là parce que de temps en temps, nous avons des églises aujourd'hui par mètre carré à Libreville, même des églises de chambre. Donc c'est tout ça qui entraîne le désordre. J'ai parlé de ce qui a été fait par Kagame au Rwanda, mais je vais encore vous évoquer ce qui a été fait par le président de Santos avant le nouveau président. C'est qu'on a fermé aussi certaines mosquées à Luanda et partout en Angola. C'est-à-dire, il y a non seulement la prolifération des églisettes, mais il y a aussi de la prolifération des mosquées. C'est pour éviter et prévenir les cas de conflits interreligieux. Regardez cette carte-là, vous allez comprendre que nous sommes encore tout en jeu. Mais regardez que le Niger est à rouge,
le Niger, le Burkina Faso et ainsi de suite. Regardez aussi la petite couleur teintée de la Centrafrique. Regardez le Soudan, le Sud-Soudan et le Nord-Soudan. Donc toutes ces parties-là, toutes ces zones-là peuvent impacter la situation politique, c'est-à-dire peuvent, en termes de menaces de paix, puisque ce sont les mêmes qui vont se retrouver au niveau du Gabon, nous ne savons pas qui va venir et qu'est-ce qui peut arriver. J'ai voulu reprendre ici le témoignage d'une sœur catholique qui a vécu à Bangui en parlant de la Séléka. Pour illustrer tout ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire des groupes composés des éléments, je cite, il faut d'abord cerner ce qu'est la Séléka. Une coalition hétéroclite de groupes rebelles composée initialement en majorité de mercenaires tchadiens et soudanais d'origine musulmane et animés par des revendications politiques. Dans leur avancée, ils se sont attaqués principalement aux églises et aux biens des chrétiens. La Séléka non manifesté, les Séléka n'ont manifesté aucun respect pour les églises, profanant les temples et les mosquées. Ils ont perturbé les offices religieux en tirant des coups de fusil dans les églises. Depuis la prise du pouvoir, les postes clés du gouvernement sont tenus par les musulmans. Quand il arrive qu'un musulman soit tué dans les accidents, les représailles sont toujours orientées contre les chrétiens. Face aux violences, les habitants ont pris l'option de constituer un groupe d'autodéfense qu'on appelle les anti-Bakala. Donc, ce que vous avez suivi par la télé, ce qu'on entend par la Sénégal, vous êtes déjà au courant. Mais maintenant, les anti-Bakala, ce sont des groupes d'autodéfense qui ont été constitués pour combattre ces groupes islamistes belliqueux qu'on appelle les anti-Bakala. Les anti-Bakala combattent la Sénégal. Donc, en gros, il revient que ce sont les politiciens qui instrumentalisent les communautés religieuses pour servir leur cause. Nourris par les sentiments de haine et de vengeance, après les atrocités subies par les chrétiens ou par une volonté manifeste de diriger le pays, d'exploiter les ressources du sol ou du sous-sol et d'imposer la loi islamique, la charia. Je le dis encore, c'est encore plus visible chez nous. Parce qu'on dit souvent que ce règne, c'est le règne des chrétiens, et que lorsque nous avons un musulman à la tête, l'ensemble des musulmans pensent toujours que c'est eux qui dirigent, si bien qu'ils peuvent tout entreprendre, ils peuvent tout faire. Même le maire, sa voix peut être impuissante. Parce qu'on pense qu'on a les parapluies et les godasses. J'ai essayé de circonscrire, et ça va nous intéresser beaucoup, c'est-à-dire l'ensemble des différentes menaces qui peuvent perturber la paix et la stabilité dans le Wellington. Il y a le fait que, et comme le professeur l'a souligné, le Gabon soit considéré comme le nouvel Eldorado des Burkinabés. Depuis la crise ivoirienne, le nouvel Eldorado est le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Actuellement, tous les villages, presque le nord, dans tout le nord, ont un plusieurs Burkinabés. Le concept d'ivoirité a entraîné des actes de xénophobie, de racisme et d'intolérance avec presque le même schéma, les musulmans dans le nord, affrontement des chrétiens dans le sud. Donc, en fait, si nous nous retrouvons avec les Burkinabés en grand nombre dans nos villages, c'est parce qu'ils ont été chassés par, disons, en Côte d'Ivoire. Le deuxième élément ici, ce sont les incursions de Boko Haram en Afrique centrale, particulièrement au Tchad, au Cameroun. Et quand on parle du Tchad, c'est déjà l'Afrique centrale. Et vous allez voir qu'en fait, lorsque vous regardez la carte du Cameroun, presque toute la zone de l'Est, la frontière Est du Cameroun, il y a le Nigeria. Il y a, je dis bien, le Nigeria. Or, Boko Haram opère dans le nord Nigeria, c'est-à-dire la partie nord qui est réservée aux musulmans. Et il est difficile d'identifier un musulman du nord Nigeria, du nord Cameroun. Un Nigeria, un musulman, un Haoussa du Tchad et du nord Cameroun. Parce que ce sont les mêmes, ils ont les mêmes figures. Surtout les Haoussa dont on a reconnu comme une énième ethnie du Gabon.
C'est perceptible, c'est difficile. Et ce sera perceptible à Bitam et à Oyem, où les familles Aoussa et Sandol de Bitam, les Aoussa oncogènes de Awa Kamché et lui, des départs que nous connaissions bien, et qui ont fréquenté les écoles, les collèges et les universités avec nous, qui ont participé à l'économie de la province, à la reproduction en faisant des enfants avec nos sœurs, sont de plus en plus marginalisés par les nouveaux venus. C'est-à-dire, même dans la communauté Aoussa, il n'y a pas que nous. Nos anciens Aoussa sont aussi menacés par les nouveaux arrivés. Ceci est expliqué par le fait que vous ne pouvez pas bien identifier un Aoussa du Tchad, un Aoussa du Nord Cameroun, d'un Aoussa du Nigeria, tout comme un Aoussa de la Centrafrique, parce que ce sont les mêmes. Nous avons aussi ce droit de protection de ces communautés Aoussa de base, et nos communautés prennent face aux nouveaux arrivants. Le grand problème se situe au niveau de ces nouveaux arrivants. Ceux qui viennent d'arriver et qui viennent avec des comportements qui nous sont aujourd'hui inconnus. Lui qui est ici, c'est mon oncle, excusez-moi, il peut circonscrire toutes les familles Aoussa qui sont là, à Kwakam. Mais avec les nouveaux, il ne connaît plus personne. J'ai parlé de la Seleka. Vous connaissez déjà ce que c'est que la Seleka. C'est un groupe hétéroclite de musulmans armés de Centrafrique, composé de Soudanais, de Tchadiens, et qui fait parfois des incursions dans le territoire camerounais à l'est et qui peut atteindre la partie nord-est et le Wellington, la Seleka. Je le dis parce que le professeur Zomo a un témoignage. Et dans ce témoignage, lorsqu'il vous le dira, je ne sais pas s'il aura le temps, toutes ces personnes qu'il a retrouvées dans la parcelle des terres laissées par ses ancêtres se sont retrouvées des figures inconnues avec des balades, mais armées, lourdement armées. Lui-même pourra vous le dire. Certainement, on nous a signalé souvent la présence des membres de la Seleka dans le nord-est Gabon, c'est-à-dire la zone de Bikondom et un peu la frontière qui va vers le Voul. Toute cette partie de frontière qui sont là. Il y a la situation de l'Amazonie. Pour ceux qui ont été au Cameroun, comme mon frère ici, ce sont les Anglos. Les Anglos, que tu sois du Boer, que tu sois de Bamenda. Mais cette partie anglophone a décidé de devenir indépendants. Donc ils sont devenus sécessionnistes contre le gouvernement militaire du Cameroun. Donc cette province anglophone du Cameroun du Nord et du Sud-Ouest, donc c'est un groupe qui s'est engagé dans une lutte armée avec l'État militaire camerounais pour réclamer leur indépendance. Ce qui peut provoquer des flux de migrants et de réfugiés dans le Wellington à défaut du Nigeria. Actuellement, je pense sous le contrôle de l'ordre, il y a pour les réfugiés là, ils s'occupent actuellement d'un grand nombre de réfugiés qui sont passés par la frontière au Nigeria. Nous croyons que d'autres seront ici. Donc ne soyez pas étonnés que nous ayons une forte affluence des populations anglophones qui fuient la guerre actuellement au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. L'Amazonie. C'est comme ça qu'ils appellent leur État. Il y a le projet LACAM. Là, nous aurons beaucoup à dire. Le projet LACAM, pour ceux qui ont été au Cameroun, c'était un projet identitaire des Bamileke, des Banen, des Bamoun, qui visait un objectif politique et économique de prise de pouvoir au Cameroun. Pour ceux qui suivent les chaînes camerounaises, vous pouvez juste être édifié par les discours de Maurice Kamto, qui est candidat aux élections présidentielles. C'est un projet qui consiste à acheter les terres du peuple béti. Les bétis sont les femmes, les écans du Cameroun. Donc ils achètent les terres, ils épousent les filles bétis pour éviter les hostilités, ils font des enfants, ils contrôlent les secteurs économiques en passant par l'orientation de la jeunesse vers les sciences et la technique, et les projets agraires, c'est-à-dire l'agriculture, sans oublier le commerce national et international pour arriver au pouvoir. Pour eux, ils se disent que plus ils vont contrôler l'économie camerounaise, plus ils se vendent de l'argent pour vaincre effectivement le pouvoir des petits et prendre. Ils vont prendre le pouvoir. Ça, c'est le projet LACAM. Il y a le groupe Aoussa, on vous l'a dit.
a été reconnu comme aîné du Gabon, ça on ne pas. Mais ce qui est important, c'est le dénominateur commun. C'est la religion et les mosquées. Et quand je parle de religion et de mosquées, parce qu'il a été révélé, par exemple, dans le cas qui est le mien, à Bitam, la présence de groupes inconnus. Quand ils viennent, le premier lieu, c'est d'abord la mosquée. Et les révélations que nous avions eues avant les élections présidentielles, c'est que ces mosquées étaient devenues des caches d'armes. C'était devenu des réserves en cas de conflit. Effectivement, ça ne devrait plus se transformer en conflit. Mais c'est eux qui devraient en principe prendre les armes pour lutter contre le peuple gabonais. C'est pourquoi j'ai relevé cela. Donc, en plus des Mauritaniens, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens qui investissent le secteur économique aérien et habitant, il sera difficile d'identifier les origines de ces populations qui font le groupe d'ensemble à Oussad, qui vont perturber les familles qui se sont installées depuis des décennies. J'ai évoqué cela et d'autres l'ont dit bien avant moi, c'est la succession mal négociée au Cameroun. La succession mal négociée au Cameroun avec le président Paul Biya peut être une grande porte d'instabilité sous-régionale et le Wellington connaîtra les effets dévastateurs de cette situation directement ou indirectement. Tout comme toute tentative de décentralisation de la Guinée équatoriale par les groupes armés, comme nous avions connu dès le début, à la fin de l'année 2017, avec les mercenaires qui sont arrivés. On a signalé leur présence en terre gabonaise et certains ont traversé la frontière au niveau de Bolivie là-bas, signalé à plus de 20 km après Kidon. La prévention des conflits dans le Nord. Je vais essayer d'éviter cela. En fait, ce qu'il faut retenir en termes de prévention, c'est l'encouragement des solutions négociées. C'est-à-dire les systèmes des Nations Unies, tout comme d'autres organisations qui travaillent dans le cadre du droit des conflits armés ou bien du droit international humanitaire, prévoient toujours des solutions négociées. Et conformément à la résolution 1366 adoptée le 30 août 2001. Donc on évite au maximum les conflits armés et on entrevoit des voies pacifiques, des solutions négociées avec la participation au dialogue intensifié des intéressés. Donc les conflits accentuent la vulnérabilité des sociétés. Cette vulnérabilité s'explique par d'abord le VIH, utilisé comme arme de guerre par les viols des femmes et des enfants, subit de nombreuses pertes de populations actives et autres, qui produisent des conséquences incalculables pour la gouvernance et les institutions. La prévalence, et ça c'est une information, vous le savez, depuis 2012, dans le Nord, est estimée à 7,2. Mais on pense que les comportements ne changent pas. Et si les comportements ne changent pas, ça peut être cette prévalence-là qui est surélevée au niveau du Nord Gabon, peut-être dépassée, peut-être on peut, sur 100, 10 peuvent, sur 100 femmes, 10 peuvent être infectées. Cela aussi est dû en grande partie à cette perméabilité des frontières. S'entraînent souvent des conflits internes. La prolifération des armes de guerre, les flux migratoires incontrôlés. S'entraîne une société où le chômage est élevé, où les jeunes se sentent aliénés, exclus, et qui deviennent intérêt fertile pour la création de groupes politiques et criminels violents. Et c'est le problème que nous avons évoqué à l'Itam, où nous faisons face à une nouvelle forme de violence. Il arrive que vous ne pouvez plus traverser à certaines heures, l'aéroport pour aller de l'autre côté. Et actuellement, on tue. C'est-à-dire, on tue avec des armes. Donc, au niveau du Bitam, c'est tellement inquiétant. Mais entre-temps, nous avons connu, ils ont amené la PJ, qui ont fait une barrage au niveau de Montros. Mais on ne nous a jamais dit combien de brigands, combien de mercenaires, combien de meurtres d'assassins la PJ a eu à arrêter à l'État. Toujours là où il y a les conflits, c'est la société où le chômage est élevé, où les jeunes se sentent aliénés, exclus, devenant un terrain fertile, oui, je l'ai dit. Mais il y a la pauvreté jointe à la discrimination ethnique ou régionale, c'est aussi une recette pour créer le tout.
lorsqu'il y a une pauvreté, lorsqu'il y a la discrimination ethnique, je dis bien lorsqu'il y a pauvreté, lorsqu'il y a la discrimination ethnique, ça devient un terrain fertile pour le trouble. C'est une recette pour créer le trouble. Il y a la dépendance économique. Par exemple, les produits, l'extraction, mais tout cela, on voit souvent s'installer des systèmes de corruption, des tensions politiques qui alimentent les conflits intérieurs. Donc, il y a lieu d'intégrer les pouvoirs publics pour protéger, pas seulement nous-mêmes, mais aussi les populations à Oussa qui sont envahies par les néophytes, par les autres. Il faut aussi une étude sérieuse, approfondissant en présence des forces de sécurité et de défense, du ministère de la Santé et de la Famille, pour, je dis, un cadre sécuritaire et sanitaire sur le plan épidémiologique. Il y a mon frère qui a parlé tout à l'heure, le docteur, de l'apparition de nouvelles formes d'épidémies, de maladies. Je prends par exemple le cas de la fièvre typhoïde. Pour ceux qui ont été à Betam ces 5 dernières années et à Oyem, il y a une nette recrudescence de la fièvre typhoïde qui était inconnue. Donc ça veut dire que ça doit pousser les uns les autres à réfléchir. La fièvre typhoïde, comme il a signalé, était bel et bien signalée en Afrique de l'Ouest. Vous voyez que jusque-là, tout change. Les pistes de réflexion, et c'est ce que je vais terminer par là. Notre rencontre d'aujourd'hui consiste à réduire les risques d'embrasement et d'en pouvoir vivre ensemble pacifique avec le voisin. Certaines questions ici méritent des réponses claires. J'ai préféré cette méthode de philosophe où je crois que c'est Karl Jaspers qui dit en philosophie les questions valent mieux que les réponses. Je préfère ces questions et on cherchera à trouver des réponses. Que prévoit la réglementation nationale et internationale sur le commerce des ressources naturelles qui alimente les conflits au vent lors du trafic d'ivoire? C'est une question. Quels sont les efforts consentis par la lutte contre les cultures illicites? Je vais parler du trafic de drogue, et de la toxicomanie. Certes, il y a les brigades de l'ocrage, mais on ne nous signale pas exactement le travail qu'ils font pour freiner, et pourtant tout transite par ici. Tout transite par cette route. Quelles sont les politiques nationales mises en place pour la réponse de l'épidémie du VIH dans le Nord Gabon? Ça touche de l'homme. Quelles sont les mesures visant à réduire la dégradation de l'environnement avec ses retombées politiques et économiques? Comment endiguer le flux de migrants provenant des pays stigmatisés par l'intégrisme religieux et qui foisonnent dans nos mosquées? Ils sont nombreux dans nos mosquées. Allez-y seulement pendant les heures de prière. Comment concevoir à l'intérieur du Conseil supérieur islamique du Gabon un islam gabonais comme vie harmonieuse et pacifique avec le reste de la population et les autres religions dans le respect de la laïcité au nom de la République, nom du seul président de la République, futur musulman. C'est-à-dire qu'il faut que ces musulmans-là, la première chose c'est qu'ils comprennent qu'il faut un islam gabonais, modéré, qui intègre tout le monde, qui embrasse tout le monde, qui n'exclut pas, qui ne se radicalise pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces musulmans comprennent que même s'ils ont un président, un homme qui est président de la République, le fait d'avoir Ali Bongo, président de la République, Rice, ne fait pas de lui un Dieu. Et que, bien évidemment, on n'obéit pas au Dieu, mais on doit peut-être obéir aux lois de la République. Je crois qu'il y a une différence à faire à ce niveau. Les lois de la République, il y a la République, il y a le président de la République. Le président n'est pas au-dessus de la République. Je m'arrête là et je vous remercie. Merci.